vous êtes expert en céramique depuis quelque temps. Ah, déjà, oui, oui, depuis les années 90. Et avant? J'étais stagiaire, on va dire. Enfin, maintenant, on dit élève expert. Est-ce qu'il est difficile de devenir expert? C'est sûr, il y a des examens à passer, il y a un mémoire à préparer, il faut trouver une idée intéressante. Et ça m'avait demandé beaucoup de temps à l'époque pour trouver l'idée du mémoire. Et après, bon, voilà, avec l'aide de confrères et de collectionneurs, on réussit à faire quelque chose qui tient la route. Vous allez présenter cet ensemble au salon. Qu'a-t-il de particulier? Ah ben ça, c'est destiné aux collectionneurs, mais même internationaux, hein, parce que vous avez des pièces de cette qualité au Metropolitan Museum. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai acheté l'ensemble à un collectionneur qui a mis une partie de sa vie à créer cette garniture. Ce sont des pièces assez rares qui proviennent de grandes collections. Certaines pièces ont été exposées d'ailleurs à l'exposition au Musée des Arts Décoratifs de 1932. Donc ce sont des faïences de Nevers de la deuxième partie du XVIIe siècle, vers 1660, 1670, 1680, à fond ondé, inspirées des majoliques italiennes du XVIe siècle, avec des décors également repris sur des gravures françaises, notamment certaines gravures de Michel Dorigny et d'autres gravures de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est voir aussi toutes ces formes inspirées de la Chine, sauf pour la gourde qui est de forme européenne. Et donc ces fonds bleus ondés comme ça sont excessivement rares. Vous parlez des fonds qui sont... Les fonds, voilà, on appelle ça fonds bleus ondés, les fonds bleus, et ce qu'on appelle donc des décors en plein aussi. Alors les premières pièces ont été faites dans la première partie du XVIIe vers 1630, et vous avez le fameux plat qui se trouve au musée du Louvre, qui est daté, et qui sert de référence, si vous voulez, de base à tous ces types de décors. Est-ce qu'il était fréquent d'avoir une inspiration venait de gravures ou de tableaux? Ah oui, mais absolument. Hein. De toute façon, toutes ces pièces de grand feu, on était obligé, pour faire un décor, de le faire avec des poncifs. Donc, les poncifs, on faisait des dessins d'après des gravures, où on faisait un calque sur des gravures. Et c'est pour ça qu'en général, vous avez le dessin à l'envers par rapport à la gravure, qui allait déjà à l'envers par rapport au tableau, ou au dessin premier. On est obligé hein, donc de faire un petit dessin préparatoire parce que l'artiste sur le grand feu ne peut pas se tromper puisque la peinture va s'imprégner dans l'émail comme sur un papier buvard ou du plâtre. Qu'appelez-vous le grand feu? La technique de grand feu, c'est au point de vue cuisson. Si vous voulez, après la cuisson de dégourdi, vous avez la pièce qui est trempée dans l'émail et qui est ensuite peinte, décorée donc, et ensuite va subir ce grand feu à 950 000 degrés. Ne résiste à cette température que quelques couleurs comme le bleu de cobalt, le jaune d'antimoine, le manganèse, le vert. Donc il n'y a que 5 couleurs qui peuvent résister comme ça au grand feu. Et ensuite, vous avez la technique du petit feu, qui elle emploie alors beaucoup plus de couleurs, et notamment ce rouge de Cassius, qui est un peu précipité à base d'or, et qui permet d'avoir des couleurs qui vont du rose au violet. Vous avez un exemplaire à nous présenter à portée de main? Écoutez, là, oui, vous voyez ce pourpre là. Ici aussi, sur les porcelaines, vous avez beaucoup de pourpre. C'est tout ce rouge à carmin. Le canard, là, au fond aussi. Qui est un petit feu. C'est un petit feu. C'est les premiers petits feux, Strasbourg, vers 1748. Et pour revenir à ces pièces-là, vous avez dit que le collectionneur avait pris un certain temps pour assembler cet ensemble. Vous avez une idée de combien de temps cela lui a pris? Oh, certainement la moitié de sa vie, parce que
Il y a donc une paire de vases, je crois, qui provient de la collection Papillon, une autre paire de la collection Dumas. Enfin, il y a différentes. Toutes ces pièces proviennent de grandes collections et il a réussi à les réunir pour former cet ensemble, voilà, qui est bien proportionné en plus. Oui, c'est sûr que... Vous avez l'air touché par cet ensemble. Oui, parce que... voilà, je ne sais pas si d'autres collectionneurs auraient eu le courage et la patience comme ça d'attendre si longtemps pour faire un tel ensemble. Ça vous arrive rarement, je suppose, d'avoir ce genre. Oui, parce qu'on va trouver une paire de gourdes, une paire de vases, puis on va les vendre à des collectionneurs. Voilà. Ils ont l'air vraiment en parfait état. Hein. Oui, alors à ce stade-là, si vous voulez qu'il y ait des égrenures ou une fêlure, ça compte plus beaucoup, parce que c'est l'objet qui est là qu'on ne retrouvera jamais, pour ainsi dire. Comment êtes-vous tombé dans le bol de la céramique? Voilà, oui, mais ma fille aussi, maintenant, elle est tombée dedans. C'est à la suite d'un stage de près d'1 an chez un antiquaire anglais, qui faisait que de la céramique. Mes parents, eux, faisaient surtout le mobilier et objets d'art du XVIIIe. C'est pour ça que nous avons conservé un peu cette ambiance avec le mobilier ancien. Et voilà, à la suite de ce stage, j'ai dit, ben voilà, c'est ce que j'aimerais faire. C'était quelqu'un qui faisait uniquement que de la céramique européenne. Voilà. Il vous a donné un peu le virus. Tout à fait, tout à fait. Comment s'appelait-il? C'était M. Stodel, qui était à Londres, Brompton Road autrefois. Oui.